Mesdames et messieurs, en ce lundi matin, très tôt, et avant de me préoccuper pendant cette journée des travaux du G8, je suis heureux d'ouvrir ce colloque de la chaire Savoir contre pauvreté du Collège de France, consacré à la politique étrangère et à la santé. Et je veux remercier le professeur Shade de son accueil et le professeur Kerouadan de son invitation. La santé est un sujet qui peut paraître un peu éloigné de la politique étrangère. Mais en réalité, il ne l'est pas. La première mission de la diplomatie, c'est de prévenir la guerre et de rechercher la paix. Or, n'oublions pas que la guerre est la première cause des tragédies humanitaires et sanitaires. L'alliance est donc en quelque sorte naturelle entre les diplomates et les médecins. Et ce n'est pas un hasard si la première organisation internationale non gouvernementale au monde, la Croix-Rouge, a été fondée pour apporter de l'assistance sanitaire en temps de conflit armé. Le lien est également étroit au regard d'autres missions des diplomaties. Par exemple, la lutte contre le changement climatique ou la préservation des ressources en eau, au cœur de nombreuses négociations internationales qui nous mobilisent. La diplomatie, et au fond, c'est une définition assez révolutionnaire, est en quelque sorte la première des médecines préventives. Si les décisions nécessaires ne sont pas prises, dans les deux cas que je citais, les dérèglements climatiques ou le manque d'eau emporteront des conséquences tout à fait dramatiques en matière de santé dans de nombreuses régions. Et je précise qu'à cet égard, la France devrait accueillir en 2015 la conférence mondiale sur le climat qui devra se prononcer sur le nouvel accord concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les rapports entre santé et politique étrangère sont donc en réalité étroits et la santé est au cœur de la politique étrangère de mon pays. Dans son livre « Peste et choléra », qui a obtenu le prix Femina en 2012, le romancier Patrick Deville salue l'épopée des pasteuriens, médecins biologistes qui, il y a plus d'un siècle, sillonnaient le monde pour étudier les virus et trouver de nouveaux traitements. Leur vision, leur dynamisme ont permis la fondation du remarquable réseau des Instituts Pasteur, 30 institutions désormais dans 27 pays. L'Institut Pasteur de Paris avait été créé en 1887 et nous sommes 120 ans plus tard et la dynamique est toujours aussi forte. Le succès de ces précurseurs explique sans doute que la France dispose d'un savoir-faire important dans tous les domaines de la santé publique. Les maladies infectieuses, les traitements, la prévention, la surveillance, la recherche, les services de santé. Notre qualité, je dirais même notre excellence, est reconnue. Et outre l'Institut Pasteur, il faudrait citer notamment cette maison, le Collège de France, le CNRS, l'Institut Curie, et bien d'autres encore. Et les noms de nos chercheurs sont devenus familiers, y compris d'ailleurs au grand public. Je citerai notamment Madame Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine 2008, et présidente de l'International AIDS Society en 2012. Les ONG françaises sont présentes dans le monde entier. Notre industrie pharmaceutique figure parmi les plus importantes et nous sommes également mobilisés au plus haut niveau sur toute une série de questions majeures, l'accès aux médicaments et aux vaccins, la lutte contre les 3 grandes pandémies, sida, tuberculose, paludisme, les financements innovants, la couverture sanitaire universelle. Un tel choix, un tel investissement fait de la France un acteur international majeur en matière de santé et cet acteur majeur entend bien le rester. J'ajoute que, pour un gouvernement progressiste, il est naturel de porter une diplomatie de la santé, parce que la santé est au cœur des combats pour le progrès social. Depuis la création de la sécurité sociale jusqu'à la couverture maladie universelle, nous possédons, nous Français,
une expérience à faire valoir. L'objectif de ces acquis successifs a été de permettre à tous l'accès à des soins de qualité, indépendamment des revenus et des conditions sociales. Mesdames et messieurs, notre volonté est de porter cette aspiration au niveau mondial à travers l'objectif simple à poser, terriblement difficile à atteindre, mais très mobilisateur, d'un accès universel à la santé. L'accès de tous, sans discrimination, à des services de santé abordables et de qualité constitue pour nous un engagement prioritaire. C'est pour cette raison que la France a proposé d'insérer l'objectif d'une couverture sanitaire universelle dans l'agenda pour le développement après 2015. En décembre 2012, nous avons présenté une résolution en ce sens à l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a recueilli plus de 90 coparrainages provenant des 5 continents. Ce projet de couverture sanitaire universelle représente un nouvel horizon pour la santé mondiale et un thème français majeur. Pourquoi cet engagement de la France ? Tout simplement parce que la santé relève de ce qu'on appelle généralement les biens publics mondiaux. Ce sont des biens indispensables qui concernent l'humanité tout entière et qui sont ce que l'on appelle non-rivaux, c'est-à-dire qu'ils ne se divisent pas quand on les partage. Je voudrais dire quelques mots sur ces 3 critères qui constituent autant de raisons de placer la santé parmi nos grandes priorités. Bien indispensables, ai-je dit, ils sont une condition du développement. S'agissant de la santé, les données sont connues. Par exemple, le paludisme cause la perte de près de 1% du produit intérieur brut africain chaque année. Par exemple, le sida constitue un frein économique et démographique majeur. Pénurie des actifs, absence de transmission des savoirs, coût des traitements. En l'absence d'un système cohérent de santé publique, le coût des soins face aux maladies est un facteur de pauvreté et de sous-développement. L'amélioration de la santé, notamment en Afrique, est donc un enjeu tout à fait décisif pour accélérer le développement de ce continent qui dispose par ailleurs d'atouts tout à fait remarquables. Avant d'être un coût, la santé est un droit humain et un investissement. Le deuxième critère, c'est que la santé concerne toute l'humanité. Cela signifie notamment que les problèmes sanitaires ne connaissent pas de frontières. Dans notre monde interdépendant, la santé est devenue de plus en plus un enjeu géopolitique. Chacun garde à l'esprit l'extension de l'épidémie de sida. Le développement d'une grippe pandémique aurait des conséquences dramatiques. Le propre des grandes questions de santé, c'est non seulement qu'elles nous concernent tous, mais aussi qu'elles doivent impérativement faire l'objet d'une coordination. La gestion des grandes crises sanitaires est donc manifestement un enjeu diplomatique. Il faut s'y préparer, il faut mettre en place les structures de coordination, de veille et de décision indispensables. Au-delà des crises épidémiques, la plupart des grandes négociations internationales entraînent des conséquences sur la santé. L'environnement, la sécurité alimentaire, la protection des droits de l'homme, les normes commerciales, la protection des travailleurs, la gestion des migrations ou la régulation des armements. C'est pourquoi la France milite depuis maintenant 7 ans, depuis septembre 2006, avec 6 partenaires du groupe Diplomatie et Santé, qui sont l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Indonésie, la Norvège, le Sénégal et la Thaïlande, pour une meilleure prise en compte de la santé dans les forums internationaux, afin d'accroître l'attention accordée à celle-ci dans le domaine de la politique étrangère. Le troisième critère, c'est que la santé est un bien qu'on peut appeler non concurrentiel. Que veux-je dire par là? C'est que plus mon voisin est en bonne santé, plus je possède de chances d'être moi-même en bonne santé. Freiner la propagation de maladies à potentiel pandémique, limiter le développement de résistance, améliorer l'accès aux médicaments à l'autre bout du monde, c'est aussi agir pour la santé des Français. Cette caractéristique de la santé en fait un thème particulièrement fécond pour la coopération internationale. La santé, si je puis dire, contraint, ou en tout cas conduit, à la gestion collective. Pour nous, qui voulons renforcer la gouvernance globale et inventer les institutions qui la permettent, la santé fait partie de ces solidarités concrètes qu'il faut mettre en avant. Voilà posé, mesdames et messieurs, le cadre général
dans lequel nous abordons les questions de santé. Et ces enjeux de santé, je veux y consacrer quelques minutes en distinguant le court terme et le long terme. À court terme, notre action est scandée par la gestion des crises, notamment des crises sanitaires. L'urgence sanitaire existe dans les conflits armés et les situations de violence politique. Aucun conflit dans l'histoire n'a sans doute été indemne de la barbarie des combattants. Mais nous assistons aujourd'hui, dans certains pays, à un ciblage d'attaques contre les hôpitaux et contre le personnel soignant, qui n'a rien de hasardeux, souvent en représailles contre les soins procurés aux blessés. Les exactions de ce type, je pense aujourd'hui en particulier à la Syrie, constituent des violations graves du droit international humanitaire. Nous sommes présents, notamment dans ce pays, pour apporter de l'aide médicale, et je veux saluer particulièrement le comportement héroïque des médecins dans ce pays, qui souvent payent leur héroïsme de leur vie. Chacun sait que nous sommes également engagés au Mali et au Sahel. Nous avons gagné la guerre, mais maintenant, il va falloir gagner la paix. Cela passe par le développement et par l'accès précisément à la santé. La France est un des premiers pays au monde à s'être doté d'une taxe sur les transactions financières, dont une partie finance le développement. Elle représente plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour 2013, nous avons décidé la mobilisation d'une partie du produit de cette taxe pour le financement d'une initiative en faveur de la santé des enfants de moins de 5 ans dans 6 pays du Sahel, dont le Mali. Cette ressource sera affectée au Fonds de solidarité Sahel, dont la gestion, je viens de signer la décision en ce sens, sera confiée à l'Agence française de développement et qui pourra être abondée également par d'autres bailleurs. Ce fonds financera des projets d'exemption de paiement des soins portés par les États récipiendaires ainsi que des organisations non gouvernementales. Autre grande cause d'urgence sanitaire, les catastrophes naturelles. Elles emportent des conséquences graves, directes, de grande ampleur sur la santé de ceux qui les subissent, qu'il s'agisse de tremblements de terre comme en Haïti, de tsunamis comme en Asie du Sud-Est et au Japon, ou encore de cyclones dont la violence s'accroît dans les zones tropicales en raison, nous dit-on, du changement climatique. Même les pays les plus riches éprouvent des difficultés à faire face seuls aux calamités les plus lourdes et ont besoin de l'assistance internationale. Je souligne à cet égard le rôle majeur des ONG françaises. Ce sont des millions de patients par an qui sont pris en charge par des organisations comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde. Enfin, il y a les crises sanitaires à proprement parler. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les épidémies se propagent à haut rythme, à la faveur des voyages et des échanges commerciaux internationaux. L'émergence de nouvelles maladies exige une capacité de réponse rapide. Leur diffusion peut prendre rapidement des proportions graves en raison de la mondialisation des échanges, comme ce fut le cas lors de l'épidémie de grippe aviaire H5N1 en 2004-2006, ou du virus H1N1 en 2009-2010, ou encore aujourd'hui les craintes qui sont suscitées par le nouveau coronavirus ou la souche de grippe aviaire H7N9. Face à ces enjeux de sécurité sanitaire, la France veut promouvoir le rôle des institutions multilatérales et des ONG. Nous soutenons en particulier l'Organisation mondiale de la santé, notamment à travers les activités du bureau OMS de Lyon. Des progrès importants ont été réalisés. Depuis la révision en 2007 du règlement sanitaire international, les diplomaties ont su se coordonner et renforcer leur capacité de surveillance et d'action. Mais la pleine application de cet instrument juridique, à la force obligatoire, nécessitera de développer et de maintenir dans les 194 États parties des capacités suffisantes de surveillance, d'alerte et de riposte aux urgences de santé publique. À moyen et à long terme, au-delà des crises et des urgences, la santé pose des défis majeurs. Il est décisif de construire dès aujourd'hui les réponses aux grandes questions sanitaires de demain, et beaucoup d'entre elles comportent des implications, là aussi, pour la politique étrangère. Ainsi, les maladies non transmissibles ou chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le cancer et le diabète,
représentent désormais la première cause de mortalité dans le monde et sont responsables de près des 2/3 de la mortalité mondiale. Le poids que font peser ces pathologies sur les systèmes de santé augmente, comme le montre la hausse des dépenses de santé, qui sont passées de 3 000 milliards de dollars en 2000 à plus de 6 500 milliards aujourd'hui. La prévention et la prise en charge de ces pathologies pèseront de manière croissante sur les systèmes de santé. Elles sont au cœur des questions de santé publique au niveau multilatéral. Les résistances aux antibiotiques appellent une réaction collective. Leur utilisation excessive a entraîné des résistances porteuses de dangers pour l'homme, notamment à partir de l'élevage et de la pisciculture. La première classe d'antibiotiques a été découverte en 1928, la pénicilline, mais aucune depuis 1987. Nous utilisons des produits découverts il y a des dizaines d'années qui, d'ici peu, seront obsolètes. En cas d'apparition de nouvelles infections, nous risquons, oui, de ne pas avoir les moyens de les soigner. Le coût des médicaments constitue aussi un sujet de préoccupation majeur, malgré les progrès sur certaines grandes pathologies. Il nous faut parvenir à concilier la nécessité de faire baisser les prix, y compris parfois par renoncement aux droits de propriété intellectuelle, et la prise de risques financiers pour le développement de nouvelles molécules. Le coût d'un médicament innovateur est évalué en moyenne à environ 1 milliard de dollars. La prolifération des produits médicaux falsifiés dans les pays en développement et dans les économies en transition est un phénomène malheureusement croissant. Il a pour cause des capacités faibles de réglementation et de contrôle dans les États concernés et l'intérêt porté à ce trafic par des entités criminelles. Et il faut dire que malheureusement ce trafic est quasiment sans risque. Cela souligne la nécessité d'instances de contrôle et de coordination. Enfin, je veux mentionner la question des migrations des personnels de santé. Les besoins personnels sont les plus importants dans les pays en développement. Et pourtant, beaucoup de personnels de ces régions quittent leur pays d'origine pour aller dans les pays développés. En Tanzanie, au Libéria, au Swaziland, en Mozambique, en Angola, en Sierra Leone, le taux d'expatriation des médecins est supérieur à 50%. Il en résulte un problème aigu de développement pour les systèmes de santé. Un code de conduite non contraignant a été adopté par l'OMS. L'ensemble de ces défis, et encore n'ai-je pas été exhaustif, s'inscrivent dans le cadre plus général, comme je l'ai dit, de l'accès aux soins. Dans beaucoup de pays, les structures de santé restent insuffisantes et éloignées des malades. En l'absence de couverture sociale, les tarifs pratiqués rendent les soins souvent inaccessibles. Mesdames et messieurs, qu'il s'agisse du court ou du long terme, sur tous ces enjeux, la France est largement impliquée. Notre pays consacre à la santé dans le monde environ 1 milliard d'euros par an. Un quart à titre bilatéral, 3/4 à titre multilatéral. Cet engagement, qui occupe une part importante de notre aide au développement, constitue une de nos spécificités. Elle n'est pas sans lien avec notre attachement au continent africain, vers lequel se dirige une part importante de nos investissements pour le développement en matière de santé. Les ravages causés par les grandes pandémies nous ont conduits à intervenir massivement sur ce terrain. La France a joué un rôle reconnu comme essentiel dans la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont elle est le premier contributeur européen et le deuxième à l'échelon mondial. Nous sommes également à l'origine d'UNITAID, dont les succès en matière de baisse des coûts des médicaments ont renforcé l'impact des subventions du Fonds mondial. Notre pays a joué aussi un rôle majeur dans le développement de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, Gavi, par des financements innovants, notamment la Facilité internationale pour le financement de la vaccination, dont la France est le deuxième bailleur. Des sommes considérables ont pu être levées pour vacciner aujourd'hui, afin de ne pas avoir à soigner demain. Notre objectif est évidemment que, dans le futur, cette aide internationale ne soit plus nécessaire. La priorité de notre politique de développement en matière de santé va à la mise en place de systèmes de soins cohérents partout dans le monde, dotés de financements solides. Dans ce domaine, je relève que la donne est en train de changer. Le rééquilibrage de l'économie mondiale offre des possibilités en matière de santé mondiale
qui n'existait pas auparavant. Les 3/4 des personnes vivant dans la pauvreté absolue se trouvent aujourd'hui dans les pays à revenus intermédiaires. Mais pour que le développement économique s'accompagne d'un développement sanitaire, la volonté politique reste absolument indispensable. Par exemple, les pays africains ont pris à Abuja, en 2001, l'engagement de consacrer 15% de leur budget national à la santé. Il faut que ces engagements se traduisent dans les faits. La France, qui dispose d'une expérience reconnue, apportera tout son appui pour réussir cette transition sanitaire. Mesdames et messieurs, j'en aurai terminé en vous disant que la France fait partie des pays qui agissent le plus fortement pour que la santé soit effectivement traitée comme un bien public mondial. Cela me paraît conforme aux principes qui sont constitutifs de la France. Nous allons continuer, en nous appuyant notamment sur vos travaux. Agir pour la santé, cela ne peut pas se faire efficacement sans les médecins, sans les chercheurs, sans les universitaires qui pensent ces enjeux et ces défis. Je serai donc heureux de prendre connaissance de vos conclusions. Je vous souhaite un colloque riche et fécond. Je pense qu'il sera utile à cette grande cause qu'est l'amélioration de la santé dans le monde. Merci.